quoi faire, il faut arrêter de penser et commencer à ressentir. C'est une phrase très intéressante. Généralement, je fais exactement l'inverse pour ma part. Quand il y a trop de choses qui se passent, j'ai tendance à plonger dans ma tête, réfléchir à tout décortiquer, tout analyser. Intéressant. Qu'est-ce que tu peux en dire là-dessus ? C'est que tu es comme la quasi-totalité des personnes dans une société occidentale, tu as un mental qui est une énergie primaire. Donc on va un peu expliquer ce que c'est que le mental, ce que c'est qu'une énergie primaire et pourquoi on fonctionne comme ça durant cet épisode. Merci Sarah pour cette belle introduction. Donc bienvenue à toutes, à tous dans Ma Thérapie, le podcast qui va analyser nos parts intérieures avec bienveillance, profondeur et intérêt bien sûr. Aujourd'hui, comme tu l'as dit, nous allons nous intéresser au mental. Nous avons la chance d'être dans ce magnifique lieu au centre de Paris, Épidore, donc en compagnie de toi Sarah, que je crois que j'ai dit ton nom rapidement, de moi, Julia, et de Dalia, qui est sur toute la logistique qu'on salue, qui est exceptionnelle. On te remercie Dalia. Donc aujourd'hui Sarah, on va parler du mental. C'est un mot qu'on entend très souvent, on parle beaucoup du mental, mais finalement c'est pas si facile de le définir. Donc on va peut-être commencer par ça. On va commencer par une petite définition. Alors c'est ce que je te disais, une énergie primaire ou une part primaire. Le mental, c'est cette sous-personnalité en nous qui est cartésienne, qui est analytique, qui est théorique, qui organise, qui analyse, qui structure notre vie. Elle est importante, voire vitale pour nous, pour qu'on puisse vivre en société, pour qu'on puisse avancer, pour qu'on puisse avoir une vision claire de ce qu'on fait. Sauf qu'aujourd'hui, on est tellement identifié à cette énergie-là qu'on est coupé d'un nombre incalculable d'autres intelligences qu'on a en nous et qu'on n'arrive pas à exploiter pour avoir une meilleure compréhension de ce qui se passe en nous. Par exemple, quand tu dis d'autres intelligences. Je parle par exemple de l'intelligence émotionnelle, ça c'est une expression qui commence à devenir à la mode en ce moment, de l'intuition, de l'intelligence corporelle. Il faut savoir que le mental c'est une énergie qui est vraiment placée au niveau du cerveau, au niveau de la tête, qui est complètement coupée du corps, coupée des émotions, et c'est utile. Et on va voir ça lors du développement du mental. Mais arrivé à un certain âge, il faut qu'on équilibre cette intelligence-là avec l'intuition du corps, avec les ressentis, avec les émotions, avec les signaux faibles que nous envoie notre environnement pour qu'on puisse avoir une vision beaucoup plus claire et centrée sur ce qu'on veut faire ou sur quelle décision on veut prendre. Le mental, c'est donc une énergie c'est des voix en fait qui peuvent être sous la forme d'un petit personnage ou d'une part ou plusieurs, c'est juste. Ouais, tout à fait, c'est ce qu'on avait vu en séance avec toi. Je sais pas si tu veux en parler un petit peu. Comme tu dis, c'est une voix, mais c'est plus un ensemble de voix. C'est une équipe de personnages, j'aime bien le mot personnage, qui sont dans notre tête. Il y a un analyste ou une analyste. Il y a de plus en plus, je vois surtout chez les millennials et les Gen Z, il y a une analyse psy, un espèce de psy intérieur qui est juste dans l'analyse psychologique de ce que fait la personne ou de ce que font les gens en essayant de trouver des interprétations et souvent plutôt des projections. Il y a un observateur ou une observatrice qui regarde, qui observe les gens, qui observe les ressentis, qui fait sa petite analyse mais qui ne prend pas de décision. Puis il y a des décisionnaires qui analysent un peu tout ça, prennent des décisions, mais on reste vraiment dans une équipe cérébrale. D'accord. Moi ça me parle à fond ce côté équipe, d'être très dans la tête, très dans l'analyse, bien que parfois ce soit même contre-productif en fait, parce que ça peut développer tout un tas d'angoisses par exemple. J'ai l'impression peut-être que c'est pas les mêmes parts. Je voulais savoir comment ça se fait qu'aujourd'hui il y ait autant de place du mental. Pourquoi est-ce que tu parlais de part primaire ? Pourquoi est-ce que ça devient une part primaire, en fait, ce mental ? En fait, je pense que dans le développement d'un enfant, c'est nécessaire de développer une part primaire mentale. Un enfant, il ne sait pas gérer les émotions. Et commencer à lui inculquer des valeurs de cette part mentale le pousse à laisser les émotions de côté par moment,
à se dire ok, je veux à fond ce jouet, mais on m'a expliqué qu'il était trop cher et donc je vais comprendre qu'il est cher et je ne vais pas pleurer pendant une semaine pour ce jouet-là. Donc c'est un peu la sociabilisation de l'enfant pour qu'il puisse vivre en société et ne pas être juste dans sa part émotionnelle qui était primaire à cet âge-là, qui est la première éducation au mental. Puis on arrive à l'école, on a plusieurs matières, les maths, l'histoire, etc. On commence à comprendre comment fonctionne le monde, encore une fois d'une manière mentale, et c'est pour ça que je veux qu'on lui donne sa vraie valeur, parce qu'on voit énormément de courants spirituels ou même de psychologie qui veulent le laisser de côté, qui veulent couper le mental, qui veulent arrêter de réfléchir. Il y a un fond qui est correct là-dedans, c'est qu'on est tellement là-dedans qu'il faut qu'on se déconnecte un peu de ça, mais c'est pas un bourreau tant qu'on sait l'utiliser. Donc ça c'est le premier développement. Puis on arrive à un âge adulte où là pour le coup le mental prend toute la place. Et là pour le coup, même dans nos relations avec les autres, on est dans la logique, on est dans la construction, on est dans l'organisation et on se coupe de plus en plus de nos émotions, on se coupe de plus en plus de notre corps. Et voilà comment un peu le processus de développement du mental, il n'y a pas un moment où on retourne aux émotions pour elles aussi les faire mûrir comme le mental pour avoir cet équilibre-là. En fait. Bah, c'est très intéressant, c'est quelque chose dont on a parlé toutes les deux quand on s'est vues en amont. Donc voilà, juste pour les quelques anecdotes que je peux apporter, je suis quelqu'un qui a beaucoup d'émotions. Je pense que c'est quelque chose qu'on pourrait dire très sensible. Et pourtant, très dans ma tête, très dans la décision. Et c'est peut-être justement pour un peu gérer ces émotions que je reste autant dans l'organisation de plein de choses. Mais ce que j'ai remarqué en grandissant, c'est que mon corps a ses émotions, mes parties émotionnelles parlent. Et en fait, peu importe à quel point j'ai envie de les taire, elles existent. Donc en fait, il y a certains temps dans ma vie où, par exemple, je dois être un peu plus coupée de certaines émotions parce qu'en fait, il faut vivre, il faut avoir un travail, il faut gérer sa famille, il faut gérer son couple, ou que sais-je, voilà, avoir des gestions qui font qu'on peut être moins dans la réaction spontanée ou l'émotion, mais j'ai l'impression qu'il y a une sorte de dette qui se crée envers mon corps ensuite. C'est-à-dire que mes émotions, ou en tout cas mon corps qui a été coupé de certaines choses, va le faire ressortir plus tard. Il y a une sorte de, dès que la crevasse a l'occasion de s'ouvrir, tout rejaillit d'une certaine façon. Moi, je l'ai interprété comme ça. J'ai l'impression que pour certaines personnes, ça peut aussi arriver des moments un peu plus vides où ils laissent un peu plus de place à l'émotion. On voit que des grosses choses se passent. Des grosses explosions, soit émotionnelles, soit physiques. Ouais. On parle de psychosomatiser aussi. Tout à fait. C'est quand on n'a pas écouté le corps et que ça vient exploser sous une forme de maladie, etc. Moi, ce que je trouve intéressant dans ce que tu dis, c'est justement, tu mets en lumière cette part reniée. Que, ok, on est dans la gestion, et comme si quand on est dans la gestion, nos émotions n'ont pas le droit de gérer avec nous. Notre instinct n'a pas le droit de gérer le couple, la famille, le travail, etc. Et justement, ce qu'on fait dans le travail du voice dialogue, c'est qu'on arrête de compartimenter. C'est pas parce que je suis en entreprise que je suis un mental, et que je suis en couple que je suis une amoureuse, et que je suis avec les enfants, je suis une mère. En fait, c'est comment être à la fois une mère, une partenaire, et une mentale, et là en fait. Parce que ce sont des énergies qui nous habitent dans tout notre corps et qui viennent nous rajouter d'autres cartes à jouer dans la situation dans laquelle on est. Et un point très intéressant, on croit que le mental c'est une espèce d'intelligence objective, une espèce d'intelligence d'IA qui sait tout et qui pilote tout d'une manière vraiment assez organisée. Or, le mental est un faux masque émotionnel. On a tous notre logique qui est dirigée par nos émotions, par nos blessures d'enfance, par tout ce qu'on a construit comme manière de penser émotionnelle, et le mental ne vient que donner une espèce de carapace qui a logique pour expliquer pourquoi on agit de telle manière ou de telle manière. Et donc ce n'est pas une énergie objective, sinon on prendrait tous les mêmes décisions de la même manière, à la même étape de nos vies, et on serait vraiment tous des robots. C'est vraiment une intelligence subjective qui vient jouer ou porter ce costume d'objectivité face au monde extérieur, par exemple.
Ça, je trouve ça passionnant parce que, en fait, à l'échelle individuelle, dans le Voice Dialogue, je trouve que ça se voit beaucoup. C'est-à-dire que tu as le mental qui se dit non, mais moi, en fait, je vais savoir pour nous le corps en entier, moi, je sais ce qui est bien, je sais ce qui est juste. Et du coup, il y a cette énergie vraiment, mais un peu de domination, en fait, comme si c'était la seule qui était vraiment pertinente, alors qu'en vérité, d'autres parts sont extrêmement importantes et n'ont pas forcément la place de se glisser, justement, par cette impression d'objectivité. Tu vois ce que je veux dire ? C'est exactement ça. Et un peu ce que je disais au début, le mental, il est né pour protéger des émotions. Donc il y a une vulnérabilité derrière. Et on le voit quand on avance dans le travail, vraiment dans la thérapie sur quelques mois, voire quelques années, et quand on a accès à cette vulnérabilité, ben en fait, on voit que le mental, il était là pour empêcher toutes nos vulnérabilités de sortir au monde. Et on se dit, voilà, écoute, moi je suis rationnel, ça, on va faire ça, ça et ça et ça. Je t'explique la logique derrière, je protège mes insécurités, je me protège et je fais croire au monde que voilà, je sais ce que je fais, et l'autre pareil, il agit pareil, on parle la même langue, alors qu'on a plein d'enfants intérieurs qui sont juste cachés, protégés, et qu'on n'écoute pas en fait. Quelque chose que j'ai remarqué dans ma vie, et que je trouve assez rigolo, je me considère comme quelqu'un, je l'ai déjà dit plein de fois, voilà, depuis le début de cet épisode, très mental, et pourtant très intuitive. J'ai eu des grosses fulgurances dans ma vie, que j'ai pas du tout compris du jour au lendemain ou d'une minute à l'autre il y a eu quelque chose qui s'est présenté et je sais pas, j'ai pris une décision qui a engendré des choses géniales, mais vraiment géniales, et que j'avais pas du tout pu prévoir, alors que mon cerveau adore prévoir tout, vraiment tout gérer. Et je trouve ça chouette d'avoir grandi avec ça parce que ça s'est présenté plusieurs fois, mais parfois ça a été décidé en une seconde de partir un week-end, et c'est le week-end où en fait j'ai rencontré l'amour de ma vie, voilà. Non, mais il y a eu des choses aussi plus concrètes, toutes bêtes, par exemple, voilà, très bizarrement, mes études, quand j'ai dû vraiment m'inscrire pour faire des études, je savais pas vraiment ce que je voulais faire. Je voulais m'inscrire en psychologie, et en fait à la toute dernière minute j'ai vu un parcours en sciences de l'éducation et je me suis inscrite à la minute même. Et j'ai adoré mes études. J'ai fait un choix excellent. Je suis hyper heureuse de ne pas être partie sur l'autre voie. Enfin, vraiment, ça s'est présenté comme ça. Tout d'un coup, il y a eu une fulgurance. J'ai l'impression que presque mon cerveau a coupé et il y a eu un truc qui s'est passé. Mais ça a même été bizarre parce qu'en fait, j'ai même oublié que je m'étais inscrite en sciences de l'éducation à la minute. Comme si mon cerveau avait vraiment... il y a eu quelque chose qui s'est passé que j'explique pas, que tu pourras peut-être expliquer, mais donc j'ai trouvé très intéressant dans ma vie de voir ça. Il y a entre ce mental super actif, cette intuition qui parfois prend des décisions comme ça, ou ces fulgurances, et le fait que petit à petit on peut un peu prendre quelques conclusions en se disant en fait ok, j'ai beau prévoir, anticiper, m'angoisser sur certaines choses qui peuvent ou non se passer, mais en fait finalement la vie elle va un peu décider, soit la vie par des éléments extérieurs, soit moi par des envies qui vont s'exprimer et qui vont me faire prendre des chemins que je n'avais pas anticipés. Ce que j'entends en t'écoutant, c'est... En fait, la question que je me pose en t'écoutant, c'est à quoi ressemblerait ta vie si tu utilisais cette intuition dans la vie de tous les jours et que t'attendais pas ces moments de fulgurance, comme tu les appelles, pour qu'elles prennent le dessus. Et si l'intuition était toujours là, avec toi, dans toutes tes décisions. C'est un peu ce qu'on fait en séance. C'est justement là, l'intuition, ce qu'on appelle l'intuition, mais peut-être si on la voit en séance, elle portera un autre nom, et elle est reniée chez toi. Et donc, elle vient quand il y a une petite fissure pour sortir. Elle prend sa place. Elle prend toute la shut place. Down. Et la chance que tu as, c'est qu'elle est positive. Je sais pas comment tu as pu la travailler, je sais pas comment elle s'est pu constituer d'une manière positive, mais en tout cas elle te guide vers des décisions positives. Ce que je vois chez beaucoup de monde, quand il y a cette fissure et qu'il y a une explosion comme ça d'une énergie impulsive, parce que c'est un peu le cas, ça peut créer énormément de dégâts. Ça peut détruire des vies, ça peut détruire des carrières, ça peut détruire des couples, des familles, juste parce que justement c'était un effet cocotte minute, et que cette envie vitale, en fait, j'ai envie de dire instinctif,
au lieu qu'elles soient là, utilisées, comprises, intégrées comme une intelligence, elles sortent par des pics comme ça et qui peut prendre des chemins des fois extrêmement positifs et des fois extrêmement destructeurs. Vraiment, merci parce que là, on va faire tout un épisode sur le voice dialogue qui va arriver, donc on va mieux décrire ce que c'est les reniers. Mais donc c'est le mot que tu utilises déjà depuis le début sans qu'il ait été vraiment défini. L'idée du renier, c'est justement ce que tu disais, ces énergies, non pas du tout, ces parts qui peuvent être tues par d'autres parts, et notamment quand on aborde le mental, je trouve que c'est particulièrement pertinent de parler des reniers, parce que si on a des parts comme ça qui se disent, nous on est vraiment mais dans l'analyse, l'objectivité, ou tous les mots que tu as bien mieux utilisés que moi, voilà. En fait ça laisse vraiment toutes ces parts-là sur la piste, et la question sur la piste, sur le côté, et les choses qu'on travaille par exemple ensemble en séance, c'est aussi leur donner leur place, et même en thérapie pour moi c'est pas facile de leur donner leur place. Ce que je vois, c'est que c'est souvent les parts qui vont peut-être se genrer un peu plus au masculin, qui vont avoir des côtés plus dominants, qui vont oser se montrer en thérapie avec toi. Par contre, des parts plus auxquelles je laisse moins l'accès aussi dans ma vie en général, elles vont être beaucoup plus timides et du coup elles vont exploser, et du coup voilà, c'est tout ce que tu as dit. C'est une bonne introduction au prochain épisode sur le voice dialogue. C'est que justement on a les parts primaires qui sont 4, 5, où il y a souvent, toujours j'ai envie de dire, un mental qui est là et qui est dominant et qui dirige notre vie et qui sont sécurisantes pour nous. Là, typiquement, toi et moi, on est dans une pure énergie mentale pour enregistrer ce podcast. 100%. Ça donne des discussions riches, peut-être qui ont l'air même un peu intelligentes, approfondies, etc. Mais on est toutes les deux coupées de nos émotions. Le fait que l'une de nous soit dans le mental génère que l'autre se mette aussi en résonance avec elle dans le mental. Et on aurait pu enregistrer le même épisode avec beaucoup d'émotions, beaucoup plus organiques et qui transmettent autre chose. Sauf que l'exercice, il est difficile pour nous deux, il est nouveau pour nous deux, et ce sont nos parts primaires qui sont là au devant de la scène pour nous dire: je vous protège, je sais que vous avez peur d'être jugé, que vous avez peur de mal parler, vous avez peur de tout ça, c'est moi qui décide, ok, on va plonger dans les connaissances, dans ce qu'on sait, et on va faire l'épisode comme ça. Et c'est ok. Ça montre l'avantage du mental. On peut parler, on peut discuter, on peut expliquer, on peut raisonner, on peut tout faire. Et ça montre aussi que si demain on arrive à enregistrer un épisode où on est vraiment dans notre corps, dans l'émotionnel, on peut transmettre autre chose et ça vient transmettre une autre intelligence. Donc je sais pas si ça répond complètement à ta question, mais en tout cas cette part primaire est là toujours, et surtout quand on se sent en insécurité, et surtout quand on est dans la nouveauté, surtout quand on n'arrive pas à prendre des décisions qui sont très très complexes, qui peuvent engendrer de l'émotion, d'émotions fortes. Donc on met l'émotionnel de côté et la part mentale elle vient et dit: ok, moi je dirige tout, je sais quoi faire, comme un PDG, je vais diriger ta vie. Chez toi, chez beaucoup de gens, ça se genre au masculin. Ouais. Et là ça revient vraiment à l'éducation genrée qu'on a tous et toutes eu. On a mis du côté du masculin tout ce qui est raison, et du côté du féminin tout ce qui est émotion. Enfin, ce qui est passionnant avec toi, c'est que toutes les parts qu'on voit jusqu'à présent, elles sont genrées au masculin. Ouais. Sauf 2, je crois, mais ça fait un moment qu'on se voit, donc c'est vraiment pas beaucoup, quoi. Ouais, ça veut dire que tu es dans la réflexion, tu es dans le fait d'avancer, dans un peu la productivité, bref, tu es dans ce qu'on appelle, à tort ou à raison, et puis ça fera tout un débat, l'énergie masculine, et toutes tes parts dites féminines, entre de grosses guillemets, et on parlera de tout ça lors d'un prochain épisode, c'est-à-dire la créativité, la connexion à ton corps, l'intuition, j'ai envie de dire la sensualité, mais ça on ne l'a pas encore abordé en séance. En fait, toutes les parts organiques, et j'aime beaucoup ce terme, on ne les a pas encore vues, et je pense qu'elles sont très
renier chez toi, alors que tu es quelqu'un de créatif. Bah oui, non mais c'est ça, et c'est très intéressant et aussi vulnérable, tu vois, d'arriver avec ça, mais c'est vrai, je suis donc quelqu'un qui a beaucoup de créativité en moi, mais qui est souvent mais taillé par d'autres types de parts qui ont envie de valoriser d'autres parts de moi, qui ont envie de convenir à un certain cadre, et donc ça, c'est sûr que pour moi, c'est vraiment un très long chemin d'aller voir ces parts-là. Et par exemple, tu vois, comment est-ce qu'on peut... est-ce qu'il y a un comment? Tu vois, là, c'est peut-être une part un peu mentale et un peu productive qui est là. Ok, pas de soucis, je me prête à l'exercice, let's go. Alors que ça fait des mois qu'on est ensemble et que vraiment, ça veut pas du tout. Non, mais vraiment, en vrai, parce que, voilà, je vais juste revenir avant de poser la question du comment. Je suis dans un moment de ma vie, comme tu le sais, où je suis en tentative de me reconnecter beaucoup plus à cette créativité, à mon corps, à ma temporalité de vie personnelle qui n'est pas toujours dans le on fonce, de prendre le temps, voilà, d'autres types de choses. Et j'ai quand même des petites voix dans ma tête qui sont là, d'accord, ok, t'as pris le temps, c'est bien sympa, c'est cool, mais il faut qu'on ait une sécurité financière, il faut que tu puisses prouver à je sais pas qui que t'es quand même valable, parce que là, dire que t'es au chômage, ça vaut pas grand chose. Enfin, il y a tout un tas, une petite équipe que j'essaye de mettre de côté ou de leur redonner leur juste place, et c'est aussi grâce à toi que j'arrive mieux à le faire, qui vient. Et c'est pas évident. Donc comment est-ce que toi tu travailles avec les patientes comme moi, toi. Voilà, les gens comme moi, qu'est-ce que tu leur proposes? Déjà, j'ai envie de dire que c'est pas ta faute. Oh my god. En fait, c'est pas ta faute de... Aujourd'hui, les carrières qui sont valorisées, là où on peut gagner sa vie, c'est des carrières cérébrales. On a constitué un monde autour de ce mental qui le valorise encore plus, et donc ça, on rentre dans une espèce de boucle sans fin. Plus on développe le mental, plus on est reconnu, plus on est reconnu, plus on développe le mental, et plus on laisse de côté tout le reste. Et oui, arriver avec des projets créatifs, artistiques, etc., ça crée une énorme insécurité, et ça se manifeste d'une manière matérielle par une insécurité financière. Donc il y a une réalité matérielle dans un monde qui a surdéveloppé le mental, justement pour mettre les gens créatifs, pour mettre les artistes, pour mettre les gens connectés à leur corps, un peu en marge de la société. Et donc quand on arrive avec deux polarités comme la tienne, tu es à la fois très cérébral, mais à la fois tu as envie de faire autre chose que le cérébral, en fait tu tombes dans ton conflit interne sur lequel on est en train de travailler. Donc comment? Il n'y a pas de recette magique. Alors je vais dire aux gens, faites du voice dialogue, allez voir des thérapeutes en voice dialogue pour vous équilibrer, ça c'est sûr. Et puis, refusez ce qui n'est pas aligné avec vous, en fait. On va faire un travail cérébral, mais jusqu'à quel point? Parce qu'à un moment, tu te sens mal dans ta peau, à un moment, tu commences à mal dormir, à un moment, les angoisses arrivent, il y a des gens qui font des burn-out, il y a des gens qui vont en dépression. Le fait d'être à ce point déconnecté de soi, à un moment, le corps réagit. Tout le système hors mental réagit et dit stop. Le burn-out, c'est vraiment, pour moi, l'indice majeur qu'on est arrivé à un moment où on s'est coupé de notre humanité pour devenir des robots et des machines, j'ai envie de dire, au service du capital. Mais oui, c'est vraiment ça en fait. Donc, retrouver des métiers qui ont du sens, retrouver des métiers où on est connecté aux autres, retrouver des métiers où on est connecté soit aux enfants, soit à la terre, soit aux migrants, j'ai envie de dire, soit à soi juste, soit au corps, soit à l'art, et amener cette part mentale comme une intelligence de plus au service de tout cela en fait. Ce que je te vois, merci beaucoup pour tous ces mots. Il y a tellement de choses, j'ai tellement de questions, j'ai tellement envie de creuser bien sûr, mais il y a quelque chose que j'avais bien envie de faire. Et je vais faire un peu un parallèle, donc voilà, ça n'est pas un secret pour mes proches, donc je vais le dire. Okay. Pas du tout, tout le monde le sait. J'ai quitté mon travail par ma lettre, voilà. J'ai vraiment été très malheureuse, je suis arrivée à un stade de burn-out
où en plus je n'avais pas tellement de travail à faire. C'est terrible, c'est le pire. C'était le bore-out, ouais. Je pense. Et je sais pas trop, j'ai un peu honte, mais bon, il faut aussi travailler là-dessus. Je n'arrivais même plus à écrire une phrase, tellement je n'en pouvais plus. J'étais vraiment au bout du bout. Quand j'ai arrêté, j'ai senti une sorte de vide abyssal. J'étais là, mais qui suis-je? Qu'est-ce que j'aime? Je suis quoi si je n'ai plus ce travail ou si je n'ai plus cette relation? Enfin, on peut le projeter sur d'autres choses. Et ça, je trouve ça super intéressant parce que ce vide-là, personnellement, m'a terrifiée à ce moment-là. Et il y a un autre vide qui me terrifie parfois, c'est le vide dans ma tête. Le fait d'avoir ce mental, ou cette équipe de foot de mental, je ne sais pas comment les définir, qui parle, ça donne un cadre. Aussi, voilà, moi j'ai une cacophonie dans la tête, c'est peut-être pas le cas de tout le monde. Il y a beaucoup de bruit, donc moi c'est ma réalité de tous les jours. Je sais que je suis pas toute seule dans cette salle. Mais donc ce vide-là, quand on arrête d'être dans le mental, il peut faire peur. Est-il utile? Vois-tu de quoi je parle? On a vu en séance aussi ce vide-là. Au moment où on a vraiment travaillé sur ton mental, où on l'a écouté, où on l'a amplifié jusqu'à ce qu'il ait dit tout ce qu'il a à dire, quand on est revenu à la place du centre, je t'ai dit pose-le de côté, qu'est-ce que tu ressens? Tu m'as dit du vide et ça me fait peur. En fait, c'est ta première connexion ou l'une de tes premières connexions à ton énergie j'ai envie de l'appeler de l'être, c'est comme ça qu'on appelle être dans le jargon, mais vraiment juste être soi, quoi. Arrêter de réfléchir et être, ressentir, être présente. C'est vraiment la présence à soi. Et ça, je le vois souvent en séance. J'ai pas envie de sortir des chiffres, mais je vais les sortir. 75% des fois, ça s'accompagne avec de la peur et de l'angoisse. J'ai peur du vide. Ce n'est pas du vide, c'est juste le moment présent. Ça dure 30 secondes, mais ça crée énormément d'angoisse parce que à partir du moment où on tait le cerveau, et tu l'as dit, qui suis-je? Et bah tu es énormément d'autres choses, ou beaucoup d'autres choses que tu n'as pas développées ou pas assez et qui peuvent venir prendre le relais et qui doivent venir prendre le relais quand tu poses le cerveau de côté. Et c'est cette énergie de l'être aussi que les gens cherchent dans la méditation, dans le yoga, dans beaucoup de spiritualité ou de pratiques en tout cas, où on éteint le mental pendant quelques minutes ou pendant quelques heures pour se reconnecter à soi. Et cette énergie ou cette part de l'être, encore nous Européens, on l'a moins développée que d'autres cultures, elle a besoin d'être présente, ou en tout cas on a besoin qu'elle soit présente avec le mental en même temps. Et c'est là où ça devient difficile. Comment est-ce que je peux être à la fois dans ma tête, à la fois dans mon corps, à la fois dans mes ressentis, à la fois dans mes capteurs qui interceptent tout ça, et être aligné dans tout ça. Et c'est ça vraiment tout le travail du dialogue intérieur, ou du voice dialogue. Bah moi, ce que j'ai vu en faisant ces quelques mois de thérapie avec toi, c'est que je pense que la période que je suis en train de vivre maintenant, pour me reconnecter à toutes ces autres parts, voilà, j'aurais jamais pu le faire sans avoir conscientisé l'équipe mentale, la place qu'elle prenait et l'intérêt d'écouter les reniers. Et ça je le vois vraiment dans ma vie de tous les jours. Je pense que j'aurais été dévorée d'angoisse si je n'avais pas fait ce travail de conscientisation de tout ce qu'on a pu travailler ensemble et de ce déséquilibre qui en fait a des conséquences dans ma vie et a eu des grosses conséquences parce que ça m'a fait choisir un travail ultra cérébral qui m'a amené au burn-out et qui a détruit ma peau, qui a détruit mon estime, qui a détruit beaucoup de choses. Voilà. Justement là, donc de mon témoignage, on voit bien, j'ai un mental qui a pris beaucoup de place, mais en général dans les patients et les patientes que tu vois et que tu reçois, qu'est-ce que ça fait un mental surdéveloppé? Tu l'as très très bien décrit. Alors un mental surdéveloppé, moi j'ai envie de parler sur 2 niveaux en fait. Déjà ça crée énormément de doutes, parce que ça passe de la réflexion à la spirale de réflexion. Et donc, au lieu de trouver problématique, solution, si on est vraiment que dans le mental, on se repose la question sur cette solution, on la remet en question et on rentre dans des spirales de doute continues.
ce qui crée de l'angoisse, ce qui crée de l'indécision, et donc on passe de cette énergie qui voulait décider, qui sait tout, à l'énergie qui doute et qui ne sait plus rien parce qu'elle, c'est le serpent qui se mange la queue en quelque sorte. Et le deuxième niveau, et c'est ce qu'on disait, c'est la déconnexion totale de soi et des autres. On se déconnecte de nos ressentis. Donc si on ne sait pas ce qu'on ressent, on se déconnecte de l'empathie. On ne comprend pas ce que ressent l'autre. Quand les autres ils viennent avec des problèmes de l'ordre de l'émotionnel pour une personne qui est que dans le mental surdéveloppé, on lui dit bah, t'as qu'à faire ça, je sais pas moi, ton mari est violent, t'as qu'à le quitter. Si c'était si simple que ça, le monde ne fonctionnerait pas comme ça. Donc on se connecte de l'autre, et sur une échelle plus sociétale, on se regarde plus les uns les autres, on se comprend plus les uns les autres, on n'a plus d'empathie les uns pour les autres, et en fait, ça donne des robots ou des cerveaux sur pattes. Et des robots. Ça, c'est quelque chose que je trouve, qu'on a regardé un peu en thérapie, que je trouve hyper intéressant, c'est que toutes ces parts mentales, elles sont déconnectées des émotions. Non, c'est ça. Elles sont déconnectées des émotions. Moi, ce que je trouve très intéressant, c'est quand des fois je veux aller dans une part qui ressent quelques émotions avec une personne que j'accompagne, et que c'est le mental qui vient pour me décrire l'émotion. Donc, ah oui. Donc je veux parler de la colère, je dis allez, ok, tu ressens de l'injustice, il y a une part qui n'aime pas l'injustice en toi, on va aller la voir. Et je m'attends à de la colère ou juste... Et donc j'ai un mental qui m'explique oui, c'est injuste, parce que ceci, parce que cela. Et donc je regarde la personne, je dis je comprends, mais je ne ressens pas. Est-ce qu'on peut aller plus loin dans ta colère ? Et souvent ce sont des gens qui ne savent pas aller dans la colère, par exemple. Et donc, t'as le mental qui t'explique qu'il a compris la colère, mais il n'y a rien dans le corps au niveau colère. Et donc, c'est tout un travail pour aller ressentir cette colère chez les gens. Pour que justement, le mental, on le pose de côté. Pour que quand il y a une situation injuste, c'est pas au bout de 10 mois de réflexion où on se dit « Ah ouais, elle était injuste cette situation ». Il y a quelque chose qui se déclenche sur le moment. Il y a une colère peut-être même protectrice et positive qui vient dire stop face à un abus ou face à une injustice, et qui... En fait, dans le voice dialogue, tout est positif si c'est bien utilisé. Et tout est négatif si c'est surdéveloppé. Et j'aime beaucoup, et je pense qu'on va l'entendre à tous les épisodes, cet exemple-là. C'est vraiment comme le café. Prendre 1 tasse, 2 tasses par jour de mental, de colère, de perfectionniste, de sauveuse, de mère nourricière, de tout, très bien. Prendre 2 litres par jour, c'est destructeur. Comme d'habitude, passionnant. J'adore ça. Je suis un peu narcissique dans ce podcast, malheureusement je vais reparler de moi. Ben on est là pour toi, c'est ta thérapie. Allez, non, et ce que je trouvais intéressant, c'est que voilà, je reviens pour récemment en séance, c'est ce que tu... Enfin, c'est juste pour revenir sur le côté des émotions en amont. Mon mental, personnellement, récemment m'a dit en séance avec toi, allez, go et ressens tes émotions, comme ça tu peux avancer. Et j'ai trouvé ça super intéressant parce que vu que c'est effectivement d'autres parts qui vont ressentir, j'ai besoin d'une autre temporalité, ça fait beaucoup d'émotions à ressentir, ça se passe pas comme ça. Et ça, je trouvais ça... intéressant de voir ce côté productif du mental qui en fait il sert pas à ça forcément et qui est venu un peu secouer ça. Ça arrive beaucoup en thérapie, ça. Le mental il comprend. Ouais. Donc là, comme un épisode comme ça, il intègre tout. Donc il y a des parts reniées, quand on les intègre ça va mieux. Donc c'est une intelligence de plus. Donc il comprend un peu tout ça. Et là il arrive et donc il commence à me dire non, mais on va plus faire le mental maintenant, il faut qu'on l'emmène vers l'émotionnel, il faut qu'on l'emmène vers ça, il faut qu'on développe les reniers, sauf qu'on est toujours dans le mental en fait. Ouais. Et donc tant qu'on l'a pas vraiment laissé de côté, et je pense qu'il y a des gens, même moi, quand je suis en thérapie, à chaque séance je repasse par le mental. Parce qu'il vient expliquer, parce qu'il vient vouloir diriger, parce que c'est plus productif d'aller dans ce sens-là, parce qu'on avait ce problème sur lequel on voulait travailler, et que là on a une reniée qui ne rentre pas dans notre programme, donc on va laisser de côté. Et à chaque fois on le pose, on dit ok, très bien, on t'a écouté, mais justement ce qu'on fait,
peut te dépasser et tu peux ne pas le comprendre. Et moins tu comprends, mieux on est dans d'autres énergies. Donc merci, on le laisse de côté pour aller voir d'autres choses. Mais oui, il y a plusieurs thérapies, et surtout au début, qui sont dirigées par le mental. Et plus il comprend, plus ils sont en force, et moins on est dans la thérapie en fait. Ça veut dire que toi aussi, tu dois apprendre à lâcher prise en fait avec tes patients et tes patientes. Aussi de dire j'accepte de rencontrer cette part-là, même si c'était pas forcément ce que moi je pense qui est intéressant de travailler avec cette personne. C'est tout à fait ça. Le nombre de fois où je déplace la personne vers une part, on commence à parler, et je me rends compte en tout cas que ce n'est pas la part qu'on a nommée. Je le dis, je dis bah écoute, on voulait parler, je sais pas moi, à la petite fille. Là, j'ai une énergie complètement de grande sœur ou d'adolescente, etc. On va rester avec ce qu'il y a. Si la petite fille est là après, on va aller la voir. Sinon, ça veut dire que toi, tu as quelque chose à dire dans cette situation-là et on va aller là-dedans. Oui. C'est très intéressant. Est-ce qu'il y a, à l'inverse d'un mental surdéveloppé, un mental sous-développé ? Est-ce que ça existe ? Est-ce qu'il y a des gens qui sont trop dans l'intuition ? Trop dans l'émotionnel? Oui et non, j'ai envie de dire. Il y a des gens qui sont... Alors, il y a le côté pathologique d'un mental sous-développé, mais on ne va pas parler de ça. De retard de développement, etc. Mais c'est pas tant ça que je vois, ni... En fait, je ne m'adresse pas à cette population de toutes les manières, parce que je n'ai pas les compétences pour... Mais il y a des gens qui sont un peu allés, ou qui croient en tout cas, qui sont trop dans la spiritualité, qui sont trop dans le moment présent et qui ont laissé le mental de côté. Et franchement, c'est pas le cas. Et déjà, la preuve, c'est que dès que je veux les emmener moi dans le mental, ils disent bah non, on n'est pas là pour ça. Bah, ça veut dire que tu n'es pas dans le lâcher prise, que tu n'accueilles pas ce qu'il y a. Et puis il y a un critique qui vient leur dire ah là t'as trop réfléchi, et le critique c'est le meilleur ami du mental. Donc à partir du moment où tu commences à te critiquer, c'est que tu as une base d'analyse derrière qui t'a analysé, et si tu t'es analysé, c'est que c'est une part mentale. Et donc même pour comprendre ta spiritualité, si tu lis 10 000 bouquins par an sur la spiritualité, c'est ton mental qui t'emmène à cette lecture là. Donc il est juste réutilisé d'autres manières. Et puis on le coupe de toute sa partie active, sa partie avancement, sa partie etc. Mais il n'est pas bien intégré non plus, ni sous-développé. Bah écoute Sarah, y a encore tellement de choses à dire, mais peut-être qu'on continuera sur d'autres épisodes. Merci infiniment d'avoir déjà pris le temps de bien développer, d'avoir expliqué, de nous avoir éclairé sur ce type de thérapie qui est vraiment peu connu finalement. Le voice dialogue, en tout cas moi je connaissais pas du tout, et c'est vrai que là on a eu 2 épisodes pour un petit peu aller creuser certaines parts qu'on a l'habitude d'entendre, et donc on a le plaisir ce prochain épisode de vraiment mieux s'intéresser au voice dialogue, d'aller le comprendre, de retracer un petit peu cette histoire. Donc voilà, si l'épisode vous a plu, si vous souhaitez continuer à nous regarder, à nous suivre, n'hésitez pas à nous suivre sur nos réseaux sociaux, mais surtout, écoutez le prochain épisode sur le Voice Dialogue. Très bien, moi je voulais juste te remercier déjà pour ta confiance, pour le partage de tes séances avec les auditeurs, les auditrices. Et donc merci beaucoup en fait, parce que c'est très précieux ton retour et ce que tu fais. Cool, ça fait plaisir. Et merci à Dalia.